C'est un peu. OK. Donc, alors regardez juste ça. Les diurétiques de l'anse ont une courte durée d'action. Ils agissent très vite, très vite, très vite. Donc, c'est pour ça que c'est le diurétique de l'urgence. Et ça s'arrête en quelques heures. Donc, il faut plusieurs prises par jour pour couvrir les 24 heures. Alors que les thiazidiques et les apparentés donc, ont une action modérée. On a dit que c'était vraiment 5 à 6 de durée, mais plus longue. Ça va jusqu'à 70 heures. Pour vous dire pourquoi ça protège dans l'hypertension artérielle, même de façon prolongée. Les diurétiques distaux, par exemple les spironolactone, pareil, 24-48 heures. Donc, et quand on voit que c'est quand on donne un traitement hypokaliément, ça permet de garder un peu de potassium et d'avoir une eukaliémie. Et là, c'est pour vous résumer. Dans ce effet symbolique de reventilation, ça c'est vraiment de la réa. On a les syndromes œdémateux. HTA sans insuffisance rénale sévère. J'ai dit que quand les sites, en bloquant un autre site, on va potentialiser la relance de la diurèse sous les diurétiques de l'anse. Ils se potentialisent entre eux. Retenez cette notion. Les épargnes d'une hypocalémie, l'ostéronisme secondaire. Je vous ai dit les principaux effets secondaires de chacun. Donc, hypokaliémie pour l'anse et thiazidique, et au contraire, hyperkaliémie pour les épargneurs. Donc, hyperuricémie aussi pour les diurétiques de l'anse et thiazidique. Hyponatrémie pour diurétiques surtout thiazidique, mais l'anse aussi. Et c'est surtout de l'hypomagnésémie dans les diurétiques de l'anse. Donc, ça peut donner des crampes, etc. Et on peut avoir une acidose métabolique parce qu'on garde les H+, et de la gynécomastie sous spironolactone, sous anti-aldostérone. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis ouverte à vos questions. Alors. Très bien, donc j'arrive à ouvrir. Alors. J'ai compris, merci. Très bien. Je suis contente que tu aies compris. Tu ne peux pas imaginer. C'est très important pour moi que tu comprennes. Hein. Sinon, j'ai juste à aller me flinguer. C'est mon cours. C'est un truc que je fais tout le temps. J'espère que tu as compris. C'est très important pour ton avenir de comprendre ces notions. Comme ça, tu ne vas pas faire n'importe quoi déjà. Tu vas savoir pour ta famille si on fait les choses bien ou pas. C'est bien de connaître. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir une intoxication diurétique? Non, non. Vous parlez de surdosage. En fait, ça n'agit pas par surdosage, ça agit par les effets secondaires. On peut faire de l'hyperkaliémie si on donne de fortes doses, et on peut faire de l'insuffisance rénale au diurétique parce qu'on va dépléter le rein, il va souffrir d'hypoperfusion. La goutte, c'est secondaire à l'hyperuricémie, oui, oui. Et comment on traite la goutte? Tu vas donner un hypouricémiant, généralement c'est l'allopurinol, on appelle le Zyloric en Algérie en général. Tu donnes de la colchicine, et tu essaies, si tu peux, diminuer les doses de diurétique, si tu peux, parce que ne pas respirer, c'est pire que d'avoir la goutte, parce que tu peux traiter la goutte par des antidouleurs, de la colchicine, un hypouricémiant, mais quelqu'un qui ne respire pas risque de mourir dans les heures qui vont suivre ta consultation. Donc, il y a un ordre de priorité. Si vous voulez devenir de bons médecins, ce que je vous conseille, un exercice de style que vous devez adopter dès maintenant, c'est d'apprendre à hiérarchiser les problèmes du malade. Quel est le plus grave? Alors, quel est celui qui peut le tuer? Quand vous réglez ça, quel est celui qui va vraiment pouvoir le tuer dans l'année, dans les 5 ans? Puis, si vous avez tout ça, bien sûr, vous essayez de lui donner une qualité de vie. Mais ce qui prime, c'est qu'il vive. D'accord? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on ne peut pas les donner en même temps que les diurétiques en cardiologie? Alors non. Les diurétiques, en général, on peut les donner avec tout. Mais pour que tu aies une efficacité des diurétiques, par exemple, si tu veux que le diurétique de l'anse, le furosémide soit efficace, tu dois le donner sur un ventre qui est vide, donc à distance d'autres médicaments. Pourquoi? Pour augmenter la biodisponibilité du médicament. Aussi, je t'avais dit pour la lithémie, tu as des médicaments où les diurétiques perturbent un peu le lithium que tu donnes, donc il faut le donner à distance, mais aussi
augmenter les doses de lithium pour pouvoir avoir une lithémie dans la... Mais il n'y a pas en général de... On peut donner diurétique généralement à tout le monde. Alors, sur la pression, et c'est le but, oui, provoque de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Effectivement, un des effets secondaires, c'est fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des perturbations biologiques, mais le rein n'a pas une maladie chronique, donc il est de taille normale, il n'est pas atrophié. Donc en arrêtant ou bien en diminuant ton diurétique, la fonction rénale va se corriger. Ah bah, vous avez posé quand même de bonnes questions, hein. Je suis très contente. Quand on pose de bonnes questions, ça veut dire que le cours vous a plu et je suis très satisfaite de vos questions. Encore des questions? L'arrêt peut être brutal avec les diurétiques parce qu'il n'y a pas d'effet rebond. Par contre, il faut être sûr que tu dois arrêter. Tu peux arrêter les diurétiques. Alors, ceux, par contre, tu dois arrêter progressivement, c'est les bêta-bloquants. Alors, les bêta-bloquants, il faut faire très attention. Il y a un effet rebond parce que tu vas lâcher rapidement les catécholamines. Tu vas laisser les catécholamines être captées partout. Et donc, tu peux vraiment avoir un trouble du rythme, quelque chose de grave. Pourquoi il n'y a pas qui agissent? Si, mais je t'ai dit, il y a l'acétozolamide qui agit au niveau du tube proximal. Mais qu'est-ce qu'on a dit au début au niveau du tube proximal? C'est la réabsorption d'eau qui va être bloquée. Et nous, on a besoin de bloquer aussi le sodium, parce que c'est le sodium qui va faire un appel d'eau au niveau de la cellule. Là, donc, tu peux le donner. Alors, en général, quand on a une insuffisance cardiaque réfractaire, on peut avoir recours aussi à l'acétozolamide. Depuis quelques années, on traite aussi quand on a donné les tout et que ça n'a pas marché, ou bien quand on a une insuffisance rénale, on peut donner l'acétazolamide. Mais une efficacité juste pour relancer la diurèse. Ça ne fait pas partie vraiment du traitement de l'insuffisance cardiaque. Bonne question, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi il n'y a pas d'équilibre? Si, ben on dit on a. L'arrêt ne doit pas être progressif, non, pas du tout. Donc, Oumaima, je ne sais pas si on enchaîne dans la même session ou c'est un TD interactif le deuxième, ou bien est-ce qu'on doit sortir et... Oui, madame, on enchaîne dans la même. Sinon, lorsque ça coupe, on va entrer toujours dans le même lien de 18 heures. Ok, ça marche. Ok, donc j'enchaîne. Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer la relation diurétique? Hypovolémie, RAA. C'est quoi RAA? C'est quoi RAA? C'est le rheumatisme articulaire aigu, normalement. C'est ça? Ah, le rénine-angiotensine. Ah oui. Système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est généralement dit SRAA. Très bien. Alors, oui, alors les diurétiques vont diminuer le flux du SRAA, système, bon, si on se dit en un truc anglo-saxon. Mais allez, j'ai compris, c'est quoi ta question? Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? C'est parti. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Très bien. Alors, le système rénine-angiotensine-aldostérone est un système qui est mis en action dès que le rein entraîne un signal d'alarme. Et quand tu donnes un diurétique, il va te diminuer la volémie. Donc, l'artériole afférente, en fait, c'est ça l'inconvénient de l'artériole afférente, c'est qu'elle ne reçoit que le signal du flux sanguin. Elle ne sait pas ce qui se passe en amont. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle ou est-ce que vraiment le cœur est défaillant, etc. Donc, elle va lui dire que si tu mets un diurétique, il va y avoir une hypovolémie. Donc, elle va croire qu'il faut garder le sang parce qu'il y a une hypovolémie. Donc, elle va entraîner une vasoconstriction et donc une stimulation sympathique. Et tout ça va faire croire au rein qu'il est en déshydratation. Et donc, il va fabriquer de la rénine, stimulation de la rénine. La rénine va entraîner la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Puis l'angiotensine 1, tout ça, c'est hormonal, hein. Tout ça, c'est au niveau du sang. Va être converti par l'enzyme de conversion qui est au niveau du poumon en angiotensine 2. L'angiotensine 2 va être augmentée. Et donc, on aura un puissant vasoconstricteur, mais aussi d'autres dégâts. C'est hypertrophiant pour le cœur, il peut y avoir de la fibrose, etc. Et ça donne de l'hypertension artérielle qui est
ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc, les actions de l'angiotensine 2 sont délétères pour le cœur, le rein, pour tout. Donc, c'est ça la relation entre diurétique, volémie, et système rénine-angiotensine-aldostérone. Au fait, le système rénine-angiotensine-aldostérone est enclenché dès que le rein croit qu'il manque de sang. Et donc, même si vous avez une hypertension artérielle ou au contraire, on a juste une rigidité de l'artère, parce qu'une hypertension, le fait qu'il y ait cette rigidité-là, donc la pression pariétale va en faire croire au rein parce qu'il y a une vasoconstriction, qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui arrive, il va encore aggraver ces chiffres tensionnels en stimulant le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Allez, on va enchaîner avec un TD très très simple. Je ne sais pas si la connexion est en train de... C'est lent. Hein. Alors, il y a d'autres questions? Non, non, ça c'est... S'il vous plaît. Attendez, on va voir si on peut... Je vais renommer Oumeima. Alors, je vais te renommer animateur. Voilà, on admet ce qu'il y a à admettre. Tu t'occupes de l'admission. Donc voilà, juste très court, comme ça je sais que vous êtes fatigués. Même si moi j'adore le cours des diurétiques, je pense qu'il est plus léger que les autres cours, donc je pense que vous n'êtes pas si fatigués que ça, mais quand même. On est en fin de journée, je sais que ce n'est pas évident. Donc, conduite à tenir devant une insuffisance cardiaque, rapidement, pour vous rappeler, pour que vous ayez une idée au fait sur la gravité de cette maladie. C'est très fréquent, en fait, c'est un budget colossal pour chaque pays. L'Algérie est touchée comme pas possible. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore de chiffres qui représentent toute l'Algérie, donc ce serait bien qu'il y ait une étude pour faire ça, pour avoir nos propres chiffres. C'est quand même 2 à 3% de la population adulte. Et il faut savoir que 10 à 20% au-delà de 70 ans font de l'insuffisance cardiaque. Donc, plus on vieillit et plus on a de risques. Donc, maladie mortelle, vous voyez que pire, la seule maladie qui peut être plus grave, c'est le cancer du sein, mais la mortalité est presque similaire. Donc, on va faire un cas clinique. Donc, pour que vous ayez une idée aussi, c'est 40% de réhospitalisation et de décès dans l'année. C'est énorme. Vous imaginez qu'un insuffisant cardiaque, quand il a une insuffisance cardiaque, il a 40% de mourir dans l'année ou bien d'être réhospitalisé. C'est affreux. Hein, elle est en train d'enregistrer, donc ce n'est pas des questions. Ok. Donc, on va faire un petit cas clinique juste pour que vous ne se voyez pas un peu trop, ça sera interactif, hein, donc vous allez répondre au fur et à mesure. Tu peux désactiver les micros des autres Oumeima pour qu'ils répondent. Donc, histoire de la maladie. En juin 2017, un patient présente des palpitations en roulant à vélo. Puis, septembre, il n'a aucune modification clinique, mais la femme signale qu'il récupère de moins en moins à l'effort. Et en octobre, donc en plus des palpitations, il a une fréquence cardiaque au repos qui est augmentée. Il est gêné quand il dort à plat, il se sent fatigué. Il va voir son généraliste. Donc, imaginez, vous allez avoir votre diplôme de généraliste, vous allez recevoir ce malade-là. Vous allez trouver une tension à 105-65, fréquence cardiaque à 98, une IMC à 35, donc des jugulaires saillantes, un petit souffle de 6e au niveau tricuspide. Vous allez enregistrer un ECG. Il va y avoir une déviation axiale gauche, fréquence cardiaque à 100, une biologie, donc une urée à 0,45, un débit de filtration glomérulaire à 55, donc une petite insuffisance rénale qui est modérée, des sérologies virales et HIV négatives. Alors, si on pouvait rassembler le syndrome, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui est pathologique dans le cas? Allez-y. Que ce soit en discussion ou bien que
que ce soit en discussion ou carrément vous pouvez prendre le micro. Allô? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Alors, vas-y. Alors, allez-y. Comment pouvons-nous... Qu'est-ce qui est pathologique chez ce malade? Même en discussion, il n'y a aucun souci, hein, pour ceux qui n'osent pas Vous parler. pouvez répéter le cas, s'il vous plaît? Il a une orthopnée, Tu peux le une lire. hypotension artérielle. Il a quoi? Orthopnée, une orthopnée. Voilà. On a une dyspnée classe 4 qui était au début classe 2 qui s'est aggravée sur une période, oui, jusqu'à avoir une orthopnée. Très bien. Donc, la dyspnée ici, c'est le maître symptôme, suivi des palpitations et de l'asthénie. Très bien. Une hypotension artérielle. Une hypotension artérielle. Très bien. Une fréquence cardiaque qui est comment? Élevé. À 100. Donc, c'est un peu élevé. D'accord? Le malade est obèse. 5 kg par mètre cube. Donc, c'est une obésité morbide normalement. Voilà. Des jugulaires saillantes. Donc, il y a un peu de la surcharge sur les ventricules droits. Et un souffle systolique. Une stase veineuse. Très, très bien. Donc, le CG, on a une déviation axiale gauche et une tachycardie sinusale. C'est un ECG. Excusez-moi, docteur. Oui. Excusez-moi. Pourquoi on dit qu'il a une orthopnée alors qu'il dort à plat? Non, il dort à plat. Il n'est pas censé dormir en décubitus avec plusieurs oreillers. Non, il dort à plat, mais ils se sont gênés à plat. Regarde, dort à plat, mais ils se sont fatigués. Donc, ça le gêne. Ça ne m'arrange pas. Donc, il est orthopnéique. Ça, c'est quand toi, tu parles de l'OAP. Mais le fait que le malade, quand il s'allonge, il ne se sent pas bien, il n'est pas à l'aise, ça le fatigue. C'est qu'il y a une pression qui est élevée au niveau quand il s'allonge. D'accord? On peut parler d'orthopnée. D'accord? Donc, parce que lui, il ne va pas te dire j'ai une orthopnée. Il faudra vraiment que tu déduises que la symptomatologie s'aggrave au décubitus. OK? Donc, le CG, il faut savoir que généralement, l'insuffisance cardiaque, le CG n'est jamais spécifique, mais il n'est jamais rarement normal, exceptionnellement normal. Souvent, vous avez au moins une petite anomalie, ou une tachycardie, ou une déviation axiale, parfois de l'hypertrophie ventriculaire, ou vous pouvez tomber sur des anticules de nécrose, donc peut-être que c'est un infarctus qui est passé inaperçu, etc., etc., etc. Donc, la biologie, vous voyez que l'urée est un peu élevée et qu'il y a une petite insuffisance rénale. Ça peut être fonctionnel à l'insuffisance cardiaque. Donc, sérologie négative. Alors, quel est votre diagnostic? Est-ce que pour vous, c'est un syndrome d'apnée du sommeil, une embolie pulmonaire aiguë, une sténose aortique ou bien une insuffisance cardiaque? C'est une insuffisance cardiaque. Bien. Alors, je vais vous apprendre juste à éliminer. Comment éliminer? Alors, syndrome d'apnée du sommeil, il peut avoir un syndrome d'apnée du sommeil, mais pour le définir, on est censé avoir un syndrome d'apnée-hypopnée, donc un enregistrement polysomnographique. Mais il peut l'avoir, vu qu'elle vous dit qu'il ronfle la nuit, il est en droit d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil, mais ce n'est pas un diagnostic qu'on peut évoquer quand on a tout ça. Il peut s'associer à l'insuffisance cardiaque, mais ce n'est pas un diagnostic que tu vas évoquer sur une clinique simple. Tu peux l'évoquer en association. Embolie pulmonaire aiguë, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une dyspnée aiguë, c'est devenu chronique, c'était une dyspnée qui s'est aggravée progressivement. Sténose aortique, non. Pourquoi? Parce que le souffle systolique, il est droit. Ce n'est pas un sténose, c'est pas les caractéristiques d'un souffle aortique. Insuffisance cardiaque probable. Premièrement, tu as l'argument de fréquence. C'est une maladie très fréquente et la plus fréquente. Il est âgé, il a la soixantaine. Il est obèse. Et puis, caractéristique de la dyspnée avec orthopnée. Et puis, un ECG qui n'est pas normal. Et une petite insuffisance rénale fonctionnelle. Que faites-vous? Est-ce que vous dosez les BNP, NT-pro-BNP? Est-ce que tu fais d'emblée une choro? Est-ce qu'on fait une fraction d'éjection isotopique, donc en médecine nucléaire? Oui. 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 Est-ce qu'on fait une échocardiographie? Dosage de BNP. Très bien. Alors, qu'est-ce que les BNP? C'est les Brain Natriuretic Peptide ou bien les Alors, ce sont des marqueurs de l'insuffisance cardiaque. Très, très bien. Ça nous permet, s'ils sont négatifs,
ils ont une très très bonne valeur prédictive négative. S'ils sont positifs, ils peuvent être positifs faussement dans certaines situations, mais ils sont franchement positifs. Généralement, c'est en rapport avec insuffisance cardiaque. Et aussi, on fait aussi une échocardiographie. Pourquoi? Parce que c'est un examen simple qui ne va pas faire de mal aux malades. Donc, voilà 2 examens qu'on va faire initialement. On va définir maintenant l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un syndrome clinique qui est composé de 3 des 4 caractéristiques suivantes. Donc, symptômes. S'il vous plaît, je ne sais pas qui est en train. Désactive le micro, Omeima, je ne sais pas qui est en train de. Désactive le micro qui est en train de. Je crois qu'il ne sait pas qu'il est en train de. Non, mais tu peux le désactiver, Omeima, tu as la capacité de. Donc, symptômes typiques d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est ou une dyspnée, orthopnée, ou la dyspnée paroxystique nocturne. Diminution de la capacité d'effort, fatigue, rétention hydrique. Rétention hydrique, comment il va le savoir? Il va vous dire, là, il va vous dire, j'ai pris du poids, 4 kilos en une semaine, alors que je n'ai pas changé ma façon de m'alimenter. Il y a des signes cliniques aussi. Alors, le symptôme, c'est ce que va vous rapporter le malade, mais le signe physique ou le signe clinique, c'est ce que vous allez rechercher. Donc, on peut voir une turgescence des jugulaires, un reflux hépato-jugulaire, un bruit de galop, un déplacement latéral du joc de pointe ou bien un souffle cardiaque. Et à l'échocardiographie, si on a une FE inférieure à 50%, en fait, là, moi, j'aurais 50%, c'est par rapport à la FE préservée. Quand on a une FE supérieure ou égale à 50, selon les Européens, c'est 50, c'est une FE préservée, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque. Vous pouvez avoir une hypertrophie ventriculaire, des troubles de la fonction diastolique, vous allez avoir des OAP sur un cœur qui vous a l'air, qui semble bien fonctionner alors qu'il ne fonctionne pas bien parce qu'avec l'hypertrophie, la cavité est tellement petite que le cœur n'arrive même pas à se relâcher pour recevoir sa précharge. Alors, et les FE inférieurs à 50%, on a les modérément réduites, donc de 50 à 40, et on a les réduites, c'est inférieur à 40. Mais les Américains utilisent le 40%. Inférieur à 40 réduite, supérieur à 40 préservé. Ils n'ont pas cette modérément réduite. Les Européens préfèrent mettre les modérément réduites. Alors, quelle classification allons-nous utiliser pour classer notre insuffisance cardiaque? C'est la NYHA, la New York Heart Association Classification. Donc, NYHA1. Il y en a qui disent NIHA, moi j'aime pas trop NIHA, je préfère dire NYHA. Donc, aucune limitation dans l'activité physique, mais il faut vraiment que le malade ait beaucoup fasse un effort important pour qu'il se sente dyspnéique. Donc, stade 2, c'est une limitation légère, donc monter rapidement les escaliers, il n'est pas à l'aise. Classe 3, donc limitation marquée, c'est-à-dire que vraiment, c'est pour les gestes de tous les jours. Et 4, c'est vraiment au repos ou bien orthopnée. Donc, ici, on a un homme de 65 ans qui a de l'asthénie, il a une FE à 35%, donc réduite. Il a une dilatation des cavités cardiaques, donc une cardiopathie dilatée. Pas d'anomalie structurelle, pas d'éléments en faveur d'une maladie coronaire. Donc, ce qui est en faveur d'une maladie coronaire, c'est quoi? À l'ECG, on peut avoir des anticules de nécrose, et on peut avoir à l'échocardiographie des troubles de la cinétique pariétale. Vous avez une paroi où l'artère s'est bouchée qui ne fonctionne pas bien. Donc, vous allez voir les autres parois bien fonctionner, et l'autre paroi être hypokinétique. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait encore un dosage de BNP, NT-proBNP, une choro, une FE isotopique, épreuve d'effort ou IRM cardiaque? Avant de répondre, on va revoir juste les causes de l'insuffisance cardiaque et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut savoir que les causes d'insuffisance cardiaque, la coronaropathie, la maladie coronaire est la première cause, suivie de l'hypertension artérielle. Mais si on devait parler des facteurs de risque, l'hypertension artérielle est en première ligne de front. Mais quand on parle de maladie, c'est la coronaropathie qui prédomine et c'est la plus grave. Donc, l'hypertension artérielle, à cause de l'hypertrophie ventriculaire gauche, en général, on a une insuffisance cardiaque à FE préservée. Les cardiomyopathies, qu'elles soient familiales ou non, donc les CMD, les myocardites, les hypertrophiques, les restrictives, les dysplasies arythmogènes du VD, certaines qu'on ne peut pas classer. On a les tachycardiomyopathies, parfois des troubles du rythme qui durent trop longtemps dans le temps, vous sidèrent le cœur et vous entraînent une dilatation. Donc, comment vous allez savoir que c'est une tachycardiomyopathie? En ralentissant le malade, 3 mois après, vous allez avoir un retour à des volumes normaux. Causes toxiques, donc les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques bradycardisants, certains antiarythmiques, certaines chimiothérapies qui comportent l'adriamycine. C'est pour ça qu'avant toute séance
de chimiothérapie avec des drogues cardiotoxiques, on doit faire une échocardiographie et voir, étudier profondément la fonction ventriculaire gauche. Pas que la FE, on a aussi le strain, c'est la fonction longitudinale qui est très importante. Donc, l'alcool, les médicaments, la cocaïne, le mercure, le cobalt, l'arsenic, les causes endocriniennes, donc le diabète, dysthyroïdie, Cushing, insuffisance surrénalienne, excès d'hormones de croissance, phéochromocytome, nutritionnel, donc les déficits en thiamine, sélénium, carnitine, obésité et cachexie. L'obésité est une des causes les plus fréquentes aussi d'insuffisance cardiaque à effet préservé. L'obésité est très présente dans l'insuffisance cardiaque. Pourquoi diabète? Alors, pourquoi le diabète? Parce que le diabète te donne une dysfonction endothéliale. Donc, tu vas avoir des informations qui vont arriver au cœur qui seront fausses, d'un système rénine-angiotensine qui sera tout le temps en hyper fonctionnement. Et comme on sait que l'aldostérone est pro-fibrosante, elle va te rigidifier ton myocarde. Et ce sera un myocarde qui perdra cette élastance, la capacité de se relâcher et de se contracter par fibrose, donc elle va étouffer le cœur. L'aldostérone est pro-fibrosante et elle va étouffer le cœur. Tout ça, diabète, ça va passer par le système rénine-angiotensine, mais aussi par la dysautonomie. C'est la dysautonomie qui va donner de mauvais signaux aux reins, donc dysfonction endothéliale, système rénine-angiotensine très surfonctionnement, et voilà. Les causes infiltratives, donc sarcoïdose, amyloïdose, hémochromatose et connectivite, et d'autres comme la maladie de Chagas, les infections HIV, les cardiomyopathies du postpartum et l'insuffisance rénale terminale. Alors, pour tous les patients, il faut faire une échocardiographie, un ECG et une biologie qui comporte tout un hémogramme, une fonction rénale, des enzymes hépatiques, un bilan martial, fonction thyroïdienne. On peut aussi faire, donc il faut envisager de faire les peptides natriurétiques, donc BNP ou NT-proBNP. Envisager une radio du thorax pour voir s'il n'y a pas une cause pulmonaire, si c'est vraiment typiquement cardiaque. Ça nous reste moins de 2 minutes, donc on rentre toujours dans le même lien ou bien le lien de 19h? Okay. Le même lien? Je pense le même lien. D'accord. Ouais, on va finir avec le même lien. D'accord. Ok. Donc, on va faire l'IRM cardiaque pour avoir un diagnostic quand on suspecte une myocardite ou bien une cardiomyopathie ou bien une coronaropathie. Faire une coronarographie en cas d'angor ou bien d'histoire ou bien de choses qui évoquent une coronaropathie. Passer à une imagerie perfusion ischémique comme la scintille myocardique ou bien le PET scan quand on a aussi une suspicion de coronaropathie. Cathétérisme cardiaque, ça c'est pour les pays qui ont une politique de transplantation, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et l'épreuve d'effort qui peut être ou pronostic ou bien dans le cadre d'un bilan de réadaptation cardiaque ou bien pour évaluer le malade avant une transplantation. Alors voilà l'algorithme. Le malade qui est suspect d'insuffisance cardiaque, elle peut être aiguë ou non aiguë, donc chronique. Aiguë, il faut faire un ECG et téléthorax, puis échocardio et NT-proBNP. Alors si les NT-proBNP et l'ECG sont normaux, donc ECG normal et NT-proBNP inférieur à 300 ou BNP inférieur à 100, il faut dire que c'est peu probable. Mais si c'est ECG anormal, NT-proBNP supérieur ou égal à 300, BNP supérieur ou égal à 100,